Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data et Finance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Martin, qui est Head of Data Science chez April. Bonjour, comment vas-tu Jean-Marc? Alors ça va, merci Lucas, je vais très bien. Pour moi, c'est une première de participer à un podcast, donc voilà, je suis très heureux. Très content que tu sois ici avec nous. Comme ça, on va pouvoir parler un peu de comment vous organisez en data chez April. Écoute, je te propose de commencer très doucement en te présentant toi et ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai eu la chance d'évoluer dans plusieurs environnements data. J'ai commencé dans mon parcours en tant que développeur web, full stack plus précisément. Ensuite, j'ai appris le Python, où je suis devenu consultant data scientist. Donc j'ai opéré chez plusieurs grands comptes. Et maintenant, j'ai un poste un peu plus stratégique chez April, où j'opère sur de la transformation digitale notamment. Ok, ouais, c'est marrant, moi aussi j'ai fait du Python en autodidacte parce qu'à la base j'étais plus sur de la partie statistique et j'ai fait ce switch justement sur la partie data science parce que voilà, il y avait un peu plus de business on va dire en freelance. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton poste actuel aujourd'hui chez April? Enfin, avant de parler de ton poste, peut-être nous présenter d'April parce qu'effectivement tout le monde ne connaît peut-être pas Ouais. cette boîte. Alors April, on est leader courtier en assurance en fait, et plus que ça sur le papier. April, ce qu'il voulait, c'était vraiment rendre l'assurance plus accessible à tous et plus simple pour tout le monde. Et c'est tout naturellement dans cette optique en fait que la data est venue s'inscrire pour jouer un rôle un peu plus crucial, pour nous permettre de mieux comprendre nos clients, d'optimiser nos processus en interne et d'innover en matière de service. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont choisi de mettre la data un peu au centre de leur stratégie? Ouais, exactement. On a un plan qui s'appelle Spring 24-27 justement, dans lequel on est en train d'inscrire ces optiques data à l'intérieur. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé justement cette mise en place de la data chez April? Toi, tu étais déjà là quand ça a commencé la data ou... Ça a commencé un peu avant mon arrivée, Ok. effectivement. Moi, j'ai repris l'équipe Data Science, donc une équipe assez jeune finalement, vraiment au cœur de la transformation digitale dans une organisation en fait finalement transverse qui permet à chaque filiale d'exploiter au maximum leurs compétences en data science et en analyse, en gardant l'expertise métier qui leur est propre finalement. Voilà, parce qu'on est dans cette organisation matricielle. Et nous, en centrale, notre rôle, ça va être de créer de la synergie entre les métiers et les données, donc dans mon équipe, de faire en sorte que l'intelligence tirée des données soit au service de toutes les décisions importantes et aussi d'apporter du soutien, des outils et des bonnes pratiques aux équipes data science du groupe. Ok, donc ça va être une équipe data centrale Ouais, qui va être à la disposition de chacune des filiales de April. exactement. Ok, donc et est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les métiers un peu d'April, ces filiales-là, pour reconnaître un peu mieux Ouais, alors l'entreprise? en fait, April est issu essentiellement de merge et acquisition. Donc en fait, Ok. on a plusieurs secteurs d'activité. On fait du bateau plaisancier, on fait de la moto, on fait pas mal de choses. Et du coup, on a des analystes et des data scientists dans chacune de ces entités. Et voilà, finalement, côté moto, par exemple, on a des data scientists qui travaillent sur les produits liés aux assurances moto. On fait de l'auto, on fait de l'assurance à la personne, on fait pas mal de choses finalement. Ok, très bien. Est-ce que vous faites pour les animaux, par exemple? Parce que moi, je viens d'avoir On un avait chien. une offre pour les animaux, il me semble qu'elle a été arrêtée, mais Ah, ouais. ok. Pas forcément un bon... C'était pas assez rentable, peut-être, je sais pas. Rentable, je sais pas. Je n'ai pas d'infos Je dis sur ce ça parce que j'en produit-là. cherche en ce moment, c'est pour ça. Je Ok, poserai la question. ça marche. Et du coup, si on rentre plus dans le spécifique, dans les projets que tu as pu faire en data science, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous les projets que vous avez chez April et chez les différents métiers finalement? Finalement, comme on est sur un secteur financier et d'assurance, on va retrouver des produits assez classiques en data science. Donc, on va retrouver tout ce qui est modèle de scoring, ce genre de choses. On travaille actuellement sur des analyses NPS pour mieux comprendre nos clients, les enjeux autour de nos offres finalement. Et on explore aussi d'autres solutions un peu plus avant-gardistes, on va dire, des solutions de speech to text pour analyser nos calls, comprendre un peu où il y a eu des freins, où il y a eu des problèmes en fait au niveau des calls, pour pouvoir proposer du training en fait aux équipes, aux agents de call. Ok. Et ça fonctionne comment un projet data typiquement April? Ça va être par exemple deux data scientists qui vont se rapprocher du métier en filiale et qui vont travailler en mode agile, comme on dit maintenant. Ça se... On a une roadmap data en fait Ok. centrale, donc on a des demandes qui descendent du métier que nous on va prioriser en fonction d'une démarche héroïste finalement. On va essayer de regarder les projets qui sont les plus intéressants et ensuite nous on va essayer de cadrer ce projet-là au niveau de la data science et de mettre les bons profils dans toutes les équipes pour faire des projets un succès. Ok. Est-ce que là aujourd'hui vous êtes combien en data du coup chez April?
C'est vrai qu'on l'a pas dit. En data analyse et data science, on est une vingtaine de personnes à peu près. Ok. Pour un groupe qui compte un peu plus de 2200 personnes. Donc, Ok, donc il y a du boulot. il y a du boulot, ouais. Donc effectivement, il y a cette, j'imagine, un enjeu de classement, on va dire, pour savoir quel projet on va mettre en premier. Ouais, Tu exactement. parlais de calcul ROI, et parfois c'est assez difficile, je trouve, à calculer un ROI sur un projet data. Vous faites comment? C'est en interne, vous dites, bon bah voilà, on sait qu'il y a cette problématique qui revient souvent, ou est-ce que vous avez un calcul bien... Ça dépend vraiment du sujet, hein. Mm. Chaque sujet est différent et chaque business est différent. Donc, il faut essayer de trouver la bonne manière de calculer ce ROI, en tout cas pour avoir même un semblant d'hypothèse, en fait, finalement, euh, pour voir si ça vaut le coup de faire un sujet ou pas. Et il y a toujours une approche assez agile, finalement, dans notre manière de travailler. On essaye d'abord de commencer par un POC ou un MVP, et de voir ce que ça donne, et finalement voir si on continue ou si on arrête le projet. Ok, super. Et ça revient, parce qu'on parle souvent de data science, mais parfois on oublie qu'il y a la partie architecture en amont. Donc ça, vous avez aussi une équipe qui est à part de la data science, de data engineer, ou c'est dans la data science finalement, ou Alors, c'est l'IT d'ailleurs peut-être? on a une data factory finalement, et cette data factory, elle est en charge de la collecte de la donnée. Nous, on va plutôt intervenir sur la partie analyse, création des modèles et création des visuels et des statistiques. Ok, ouais, vous allez être client de votre data factory. Exactement. Et là, cette data factory, du coup, il y a aussi encore une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça? Oui, exactement. Ok. C'est une vingtaine de personnes qui bossent essentiellement sur des technos comme Talend, par exemple, Ok. et des bases de données comme Snowflake. Ok, ouais, je connais très bien Talent Snowflake, c'est ce que j'utilisais quand j'étais chez Hermès. Donc, Voilà. c'est assez classique. Et du coup, un des projets, j'imagine, peut-être que vous êtes en train d'explorer, c'est tout ce qu'on entend autour de la GNIA. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que April regarde et a déjà lancé des projets dedans? Alors, je pense que, bien évidemment, un peu comme tout le monde, il faut qu'on regarde cette bulle de la GenAI. Je suis assez prudent avec la GenAI parce que on est vraiment dans une bulle et ça bouge assez vite. Ouais. Donc, je prends quand même du recul par rapport à ça. Il y a des sujets qui sont intéressants qu'on a commencé à explorer. On commence à tâter un peu le terrain, je pense, un peu comme tout le monde dans le secteur. Mais on reste très prudent, surtout dans un secteur comme l'assurance où la protection des données finalement et l'éthique a une place vraiment importante. Donc pour l'instant, on teste des approches en interne et on est en train d'évaluer. On est en train d'évaluer comment cette technologie elle pourrait vraiment répondre et apporter de la valeur. Ok. Oui, parce que du coup, sur la GNIA, on a toujours un peu peur que ces données à fuite finalement. Parce qu'on connaît l'exemple de la personne qui a utilisé son chat GPT pour faire des résumés de compte rendu qui étaient sensibles. C'est ça. Vous avez dit, bon, on fait attention, on n'utilise pas n'importe quoi et vous essayez de mettre un peu des barrières, des garde-fous. Exactement, on essaye de mettre des barrières, des garde-fous. On ne peut pas non plus tout contrôler. Je pense que c'est un mirage de penser ça. En tout cas, on essaye de bien faire les choses en accord avec les réglementations en vigueur. Ok, ça va. Et du coup, comme on parle de ce sujet de protection des données, tout ce qui est autour de justement RGPD et donc de l'IA Act, qui est passé il n'y a pas longtemps, comment vous, aujourd'hui, vous rassurez aussi vos clients? C'est aujourd'hui que c'est quelque chose qui est important pour les clients. Et comment, en fait, vous vous êtes organisé autour de sa réglementation? Alors, on se forme finalement sur tous ces sujets-là. Sur l'IA Act, sur la RGPD. On a une équipe dédiée pour la RGPD, on a une direction juridique, donc en fait on va travailler de concert avec eux, ils vont être intégrés au projet pour s'assurer finalement qu'on reste dans un cadre légal et conforme au niveau de tous les sujets. Donc c'est ce qu'on appelle les DPO, il me semble. Exactement, on a une DPO qui est en charge de cette partie-là. Ok, j'imagine qu'ils ont beaucoup de travail, hein, parce que... Alors, je sais pas si. Moi, l'IACT, à chaque fois, j'ai un doute sur c'est quoi exactement, mais il me semble que si c'est une entreprise américaine et qu'on a nos données qui sont hébergées par cette entreprise américaine, l'État américain peut aller les récupérer, c'est ça? Sur le papier, il me semble que si je dis pas de bêtises, effectivement, si l'État américain considère qu'il y a un problème, un risque voilà, au niveau sécurité pour l'État américain, ils peuvent aller chercher de la donnée n'importe où. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est organiser l'architecture data de April? On a énormément de systèmes, vu qu'on est issu des merges et acquisitions, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a des practices assez différentes au sein des différentes équipes. On a essayé de centraliser ça et de le matérialiser à travers Snowflake. Donc on fait des copies de pas mal de données dans Snowflake et nous, ça va être la source de vérité pour les data scientists finalement. On va s'en servir pour construire des data marts et réaliser nos analyses.
Ok, ouais, je vois très bien. Et donc, comme il y a eu beaucoup d'acquisitions, donc vous avez fait comment? Vous avez changé, enfin, vous faites que des copies en gardant l'existant des entreprises que vous avez acquises? Ou vous avez décidé de changer ce qu'ils avaient déjà? Alors, on essaye plutôt de les intégrer. Donc, on a des projets de Move to Cloud. Donc, on essaye finalement de copier les systèmes Ok. dans Snowflake tels quels. Et pour l'instant, on n'est pas sur une phase de rebranchement de ces systèmes-là. On est encore sur une phase de copie et on fera des analyses plus tard. Comme tu le sais, moi j'ai beaucoup travaillé sur Snowflake. Qu'est-ce que tu en penses finalement de Snowflake? Est-ce que ça a été un choix que vous avez fait contre d'autres ou c'était parce que ça a été une évidence? Alors, pour tout te dire, Snowflake, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'en avais juste entendu parler. J'avais jamais Ok. pratiqué Snowflake. Je les connaissais uniquement par réputation et je savais que c'était une très bonne base de données finalement. Et je suis fan. Je suis Hmm. fan, autant le dire. Ils sont très très performants et j'ai rien à dire sur la solution. Mais t'es arrivé quand du coup? T'en avais entendu parler? Parce qu'ils ont beaucoup évolué. Je suis arrivé chez April il y a un peu plus d'un an. Ok. Ah oui, donc effectivement. C'est assez récent. Hmm. Et j'ai appris Snowflake sur le tas, mais Hmm. Ça, c'est un super produit. ouais. En plus, ils augmentent de plus en plus. En plus, toi, tu connais la partie data science. Ils ont acquis Streamlit. Ouais, Je sais pas si vous exactement. utilisez ça. C'est super pour les data scientists de pouvoir Exactement. faire des petites apps à la volée, on va dire, assez rapidement. Alors, il y Pour a illustrer. Streamlit intégré et il y a aussi pas mal de choses qui mettent dans leur roadmap finalement chez Snowflake. On va retrouver tous les principes, on va retrouver tous les produits de la GenAI, Hmm. Cortex Justement, ouais. et compagnie qu'on essaye d'appréhender Mm. dans Snowflake. Oui, parce qu'ils ont fait leur propre modèle et du coup, normalement, voilà, ça reste encadré dans les données, voilà, dans le compte April, du coup. Et ça C'est permet ça. aux personnes d'avoir un peu plus confiance que utiliser. C'est ça, et je pense qu'on est clairement sur des technologies du futur. Mm. Avec Cortex Analyst, on va pouvoir discuter en langage naturel, poser des questions sur nos données. Ça va nous retourner à la fois les requêtes SQL, les graphes et tout ce qui est intéressant finalement pour faire du business. Et ça, tu penses que ça va permettre à April de peut-être faciliter l'accès aux données aux autres personnes dans l'entreprise ou plus faciliter la vie des data scientists? Ou les deux? C'est ce que j'essaie de faire en tout cas, Ok. de faire les deux. Ouais. J'espère que je vais y arriver, voilà, on Ouais. verra. Ok. Parce que du coup, oui, c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet quand même que vous avez en tête, quoi. Tout à fait. Ok. Et c'est parce que du coup, après, j'imagine, il y a aussi des personnes qui vont être des gestionnaires classiques, qui vont gérer les sinistres, et du coup, leur oui. donner accès à ces outils. On a une population assez éclectique Ouais. de gens qui ont à la fois des compétences de développeurs et des gens qui n'en ont pas, qui souhaitent aussi faire des analyses. Donc on va essayer de proposer un peu des produits en self-service. Peut-être sur une moderne data stack, on ne sait pas encore. On va regarder ce qu'on peut faire pour proposer des solutions qui vont faciliter les analyses et la vie un peu de tout le monde chez April. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la réussite d'un data scientist dans le monde de l'assurance? Et plus particulièrement, du coup, dans une structure comme April. Alors pour moi, la réussite, en tout cas d'un data scientist, elle repose sur plusieurs facteurs. Je pense qu'il faut une solide base technique, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une véritable compréhension du métier et des enjeux qu'il y a autour. Surtout dans un domaine comme celui de l'assurance, qui est un domaine complexe, où il y a une réglementation, il y a des risques et de la satisfaction client qui sont au cœur de l'activité. Il faut donc être en mesure d'adapter les outils et les modèles aux besoins du secteur. En outre, ou en plus, je pense qu'il faut être capable de travailler avec les différentes équipes et de vulgariser les sujets, de savoir les présenter. Donc je pense que c'est un peu le mix de tout ça qui fait un bon data scientist. Et si je pouvais donner finalement un seul dernier conseil aux auditeurs qui m'écoutent et aux futurs étudiants qui souhaitent travailler dans ce secteur-là, c'est d'être curieux. Même sur des domaines qu'on ne connaît pas, la curiosité, elle est primordiale dans ce métier. Parce que comme tu disais, toi, finalement, toi aussi, tu as appris Python tout seul. Et Exactement. je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de data scientists, donc un peu notre âge, qui ont appris Python après l'école. Moi, à l'école, on faisait pas Python, hein, c'était encore du C++. C'est ça. Je sais pas si aujourd'hui, peut-être que tu vois de nouveaux profils qui ont Python maintenant en école. Même au niveau de l'actuariat, effectivement, Python commence à devenir une solution standard du marché. Ça fait plusieurs années que Python est dans le top 3 des langages de programmation. Par sa versatilité, quelque part, on peut tout faire avec Python, ce qui rend le produit intéressant. Et c'est un produit aussi qui est facilement industrialisable. Ouais, ok. Et je pensais à une question.
Parce que tu parlais des actuaires. Et, comment vous travaillez entre les data et les actuaires? Parce que c'est, j'imagine, une équipe encore à part. Ouais, Et tout finalement, à fait. comment ils se nourrissent? Parce que c'est deux maths différentes. Tu as les maths stochastiques d'un côté chez les actuaires et puis les maths de la data science. Comment vous conjuguez ces deux mondes? J'ai la chance d'avoir dans mes équipes des profils super pertinents sur ces sujets-là, des profils d'économétristes, des anciens actuaires qui sont aujourd'hui data scientists. On ne va pas remplacer les data scientists finalement d'April, mais on va travailler avec eux. Donc en général, sur les projets, j'essaye d'embarquer tout le monde. Et donc aujourd'hui, par exemple, on travaille sur une valeur client. Et dans cette valeur client, on embarque un combo data scientist et actuaire sur le sujet. Ouais, donc vous avez déjà un peu une équipe type, qui va à chaque fois attaquer un projet, quoi. Pas vraiment une équipe type, mais on essaie de composer la bonne équipe pour chacun des sujets. Tu nous parlais donc des différents projets que vous avez chez April. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans le détail dans par exemple, le speech to text que vous avez mis en place chez April? Comment ça s'est passé et c'est quoi un peu l'historique de ce projet? C'est un projet vraiment intéressant, le speech to text. C'est un projet qui n'était pas à la base dans la roadmap, qu'on a fini par ajouter. On s'est rendu compte au niveau du direct qu'on avait beaucoup de travail manuel avec des personnes en fait, qui font de l'écoute qualitative, qui passent des journées à écouter des calls pour comprendre où sont les problématiques de nos clients et aussi au niveau des gestionnaires, des agents téléphoniques. Et du coup, on va analyser les calls pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des besoins de formation au niveau de ces agents, est-ce qu'ils ont bien respecté le protocole, est-ce qu'ils ont été polis avec le client, est-ce qu'ils ont proposé le bon produit également. Donc en fait, on va essayer de faire une analyse de call autour de ça pour sortir un résumé de texte, pour pouvoir taguer les calls et en fait faciliter la vie de ces contrôleurs de qualité pour qu'ils passent un peu moins de temps sur la partie écoute qui, il faut se le dire, c'est une grosse charge mentale en fait d'écouter de l'audio toute la journée et qui se ressentent sur le cœur de leur métier, c'est-à-dire proposer plus de qualité au niveau du call, voir les besoins de formation et aller voir les agents sur le terrain pour leur proposer une formation adéquate en fonction de ces calls. Ouais, c'est en fait à chaque fois le cas classique de qu'est-ce que peut apporter les modèles de data science, c'est enlever la tâche répétitive ou vraiment avec une charge mentale grande pour que la personne puisse se focaliser sur, entre guillemets, pas son fonds de commerce, mais sa compétence, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'elle va avoir. Exactement, et c'est ce que je trouve beau dans notre métier, c'est qu'on peut permettre à ces gens-là de se concentrer vraiment sur ce qui est important. Oui, parce que du coup, j'imagine qu'on t'a déjà dit, oui, mais attendez, j'ai un peu peur de vos modèles parce que sinon ils vont me remplacer, je vais plus avoir de boulot. C'est la question classique, c'est la réaction, plutôt je dirais classique, face à ça. Et je suis le premier partisan à dire qu'il n'y aura rien qui sera automatisé jusqu'au bout, qu'il faut un contrôle humain dans tous les cas et de toute manière. Bah écoute, super, merci beaucoup Jean-Marc. Écoute, pour conclure, ce que je te propose, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui pour toi sera le futur de la data science finalement? Je pense que les métiers vont fondamentalement changer avec l'intelligence artificielle générale. Ok, donc ça veut dire pour toi, tout le monde va être finalement amené à travailler en contact avec une intelligence artificielle et donc ils vont devoir s'adapter pour être un humain augmenté en fait. Exactement. Finalement, ce qui va se passer, c'est que leurs métiers vont changer. Il va falloir s'adapter et apprendre à utiliser les IA qui vont devenir des assistants de tous les jours. Ouais, super. Ouais, effectivement, ouais, c'est un peu ce que j'ai aussi en tête. C'est tout le monde va devoir un peu travailler avec l'intelligence artificielle. On parlait de Snowflake qui essaye justement de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des données, même sans compétences SQL ou Python. Et comme ça, tout le monde va pouvoir aussi jouer un peu avec la data, pas que les data scientists et les data analysts. Bah, écoute, super, merci beaucoup Jean-Marc, merci de ta venue et merci d'avoir la discussion, c'était super intéressant et à un prochain épisode. Merci beaucoup, c'était un plaisir également et j'espère que les auditeurs auront autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai eu finalement à l'enregistrer. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup.